Bonjour à tous. Donc maintenant, nous allons aborder les différentes stratégies chirurgicales pour permettre de lever cette obstruction ventilatoire. Je suis le docteur Justine Loin, chirurgien maxillofacial et je travaille au sein du centre de compétences du CHU de Nantes. L'obstruction respiratoire engendrée par la malformation de la séquence de Pierre-Robin peut nécessiter un recours chirurgical. On distinguera deux périodes de la vie au décours desquelles une intervention peut être nécessaire. Durant la vie néonatale, où la glossoptose et le rétrognatisme peuvent entraîner une obstruction respiratoire, et puis secondairement au décours de la croissance dentofaciale. Les traitements chirurgicaux seront indiqués en seconde intention, après échec des mesures conservatrices, à savoir, comme on a parlé précédemment, le couchage en décubitus latéral ou ventral, le soutien nutritionnel, la ventilation non invasive ou le tube nasopharyngé et la plaque palatine de Tübingen. Il existe plusieurs techniques chirurgicales qui seront proposées principalement en fonction de l'expérience de chacun des centres de compétences ou références. Tout d'abord, il y a la labioglossopexie, qui consiste à fixer la face ventrale de la langue au versant muqueux de la lèvre inférieure pour permettre de corriger la glossoptose et de lever le collapsus respiratoire. Elle permet également de faciliter l'alimentation orale. Elle a été décrite pour la première fois en 1902 par Choukovski. Son efficacité est notable avec un taux supérieur à 80%. Les complications sont inférieures à celles de la distraction mandibulaire et de la trachéotomie, parmi les données retrouvées dans la littérature, et la principale complication reste la déhiscence. Une étude réalisée en 2011 avait permis d'élaborer des facteurs prédictifs d'échec de la labioglossopexie. On y retrouve la présence d'un reflux gastro-œsophagien ou d'une intubation préopératoire, un âge supérieur à 14 jours, un poids de naissance inférieur à 2,5 kg et une forme syndromique. Ensuite, il y a l'ostéodistraction mandibulaire, décrite en 1992 par McCarthy, qui consiste à réaliser une ostéotomie mandibulaire pour permettre un avancement progressif de la mâchoire inférieure par un distracteur. Ce geste permet de corriger à la fois la glossoptose et la rétromandibulie. Elle se déroule en 3 phases. Une première phase qui correspond aux 2 premiers jours après l'ostéotomie, puis une phase d'activation qui permet l'avancée mandibulaire et enfin une phase de consolidation de plusieurs semaines. Cette ostéodistraction mandibulaire n'est pas recommandée en France, sauf si présence d'une dysostose mandibulo-faciale. En 2022, Chocron avait montré que l'ostéodistraction mandibulaire permettait d'éviter dans plus de 94% des cas une trachéotomie. Toutefois, malgré une efficacité notable, les complications restent non négligeables, avec des risques vasculo-nerveux, infections et d'atteinte temporomandibulaire. Elle serait recommandée quand le décalage entre le maxillaire et la mandibule serait de plus de 8 mm et la distance entre la langue et le pharynx inférieure à 3 mm. La trachéotomie reste indéniablement le traitement le plus efficace sur l'obstruction respiratoire. Cependant, elle ne traite pas le défaut de croissance mandibulaire. La lourdeur de prise en charge à domicile et le taux de morbimortalité élevé ont amené plusieurs centres à ne la réaliser qu'en tout dernier recours. Ensuite, nous avons le procédé de Delorme, décrit par une équipe canadienne, qui consiste à réaliser une libération sous périostée des muscles du plancher buccal. Ce procédé n'est pas réalisé en France. Enfin, un traitement qui reste anecdotique, qui est la traction mandibulaire à l'aide d'un poids fixé sur une plaque palatine. Ce traitement n'est pas réalisé en France. La prise en charge de la fente vélopalatine a lieu entre l'âge de 6 et 18 mois. En fonction de la largeur de la fente, 1 ou 2 interventions seront nécessaires. La chirurgie consistera à réaliser la fermeture de la fente et à repositionner les muscles du voile du palais. C'est ce qu'on appelle la véloplastie intravélaire. En cas de fente large, un second temps peut être nécessaire 1 an plus tard pour fermer la fente résiduelle au niveau du palais osseux. En cas de labioglossopexie réalisée en période néonatale, celle-ci sera libérée lors de la fermeture de la fente à 6 mois. De nombreux facteurs peuvent participer à la persistance d'une obstruction respiratoire, tels que la présence d'une forme syndromique, d'une atteinte neurologique, d'une hypertrophie amygdalienne ou encore d'un surpoids.
D'autres facteurs résultent d'un défaut de croissance faciale à l'origine d'une étroitesse de l'espace basilingual. Ce sont sur ces facteurs qu'une chirurgie secondaire peut être indiquée. Pour assurer une bonne croissance dentofaciale, il est donc essentiel d'instaurer dès la petite enfance de bonnes habitudes, que ce soit au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, des fonctions oromyofaciales et du suivi pluridisciplinaire. Une chirurgie orthognathique, c'est-à-dire un repositionnement des bases osseuses maxillomandibulaires, pourra être proposée à la fin de la croissance en cas de décalage persistant des mâchoires ou d'un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. La chirurgie orthognathique, qu'elle soit mono ou bimaxillaire, permettra de restaurer une occlusion stable, d'améliorer la mastication, de faciliter la ventilation nasale grâce à l'obtention d'une occlusion labiale de repos. En cas de présence d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, une chirurgie maxillomandibulaire d'avancée permettra d'ouvrir la filière respiratoire et donc de diminuer ce syndrome obstructif. Enfin, la génioplastie, qui est une ostéotomie de transposition symphysaire, possède également un impact sur le syndrome obstructif. En avançant les apophyses génies sur lesquelles s'insèrent les muscles génioglosses, on ouvre l'espace basilingual et donc les voies respiratoires. Ce geste permet également de faciliter la respiration nasale par restauration d'un contact bilabial et d'améliorer l'harmonie du profil labio-mentonnier. Pour conclure, l'obstruction respiratoire chez les enfants porteurs de séquences de Pierre-Robin est donc plurifactorielle. Il est important de la dépister et d'assurer une prise en charge multidisciplinaire et au long cours de ces enfants. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. Par rapport à la génioplastie, avec l'avancée, la découpe au niveau de la symphyse mentonnière doit prendre en compte les insertions musculaires. C'est assez facile à réaliser ou... Oui, c'est important de limiter le geste de décollement sous périosté au niveau de l'insertion des muscles génioglosses, justement pour permettre de pouvoir tracter au maximum ça, mais c'est un geste qui se réalise sans grosses complications. En ambulatoire ou... Alors, nous, on a pour habitude de les garder hospitalisés une semaine puisqu'on met un système de drain pour limiter le risque d'hématome du plancher. Je voulais quand même faire un commentaire parce que tant que je coordonne le centre de référence national, on a souhaité être complet et c'est pour ça que j'ai demandé à Justine, de façon d'ailleurs très factuelle, donc je te remercie beaucoup, de décrire ce qui se fait parce que pour les parents, maintenant avec Internet on sait ce qui se fait partout, ils voient qu'effectivement outre-Atlantique, la chirurgie, que ce soit la buclospexie ou la distraction mandibulaire précoce est préconisée et c'était important de savoir que ça existe. Néanmoins, il est important de pouvoir identifier, caractériser, interpréter nos choix par rapport aussi à nos systèmes de soins. C'est-à-dire qu'en France, on a du temps, on a une sécurité sociale qui permet qu'on puisse faire des choses à domicile, on a un suivi qui est bien meilleur que ce qui peut se faire outre-Atlantique, où ils doivent faire one shot. Alors si on fait one shot, on prend une mandibule, on l'avance de 2 cm et puis ciao Berthe, j'allais dire. Nous, on essaye d'être plus subtil dans la mesure où on sait que ça va être court et que prendre un risque de complications chirurgicales non négligeables pour, vous avez vu dans les topos précédents, 3 ou 4 mois de nécessité de levée d'obstacles, c'est vraiment quelque chose qui nous semble pas raisonnable, pas éthique et pas recommandé. Donc moi, c'est un avis à la fois personnel et national. Compte tenu de l'amélioration des techniques non invasives, vous avez vu les 3 qui existent aujourd'hui, il n'est pas raisonnable de continuer à investir dans des techniques chirurgicales de levée d'obstacles ventilatoires chez le nouveau-né Pierre-Robin. Je ne parle pas du tout du reste, mais en tout cas, pour ce qui est que ce soit de la buclospexie ou de l'ostéodistraction mandibulaire. Voilà, je crois qu'il faut dans la vie pouvoir s'engager et donner son avis parce qu'il est très consensuel en France. C'est pas juste l'avis de Véronique Abadie, c'est vraiment l'avis du réseau.
Oui, merci Véronique. Bon, nous, enfin, on va dans le même sens, même au niveau européen. Hein, la distraction mandibulaire néonatale est quasiment pas pratiquée au niveau européen même. Hein, c'est très anglo-saxon, nord-américain. Hein. Alors après, dans les techniques de l'orme, dans le service, on l'avait utilisé avec de façon avec des succès très médiocres. C'est pas très efficace. Et puis il y a une technique, c'est la technique d'Eschler, qui est très peu connue, qui est une repositionnement des muscles masséters par des sections sous périostées pour propulser la mandibule, qui est aussi totalement passée dans l'oubli. Merci. Moi, je veux rebondir sur la distraction mandibulaire. C'est vrai que moi, j'ai eu quelques cas, pas beaucoup, mais c'était un moment où c'était un petit peu expérimental à Strasbourg, il y a 15-20 ans. Et les résultats sont catastrophiques, quoi. On se retrouve, l'orthodontiste se retrouve avec des asymétries dans les trois sens de l'espace au niveau squelettique, et puis des manques de germes dentaires très importants, donc aucun appui. Enfin, c'est vraiment c'est complexe, quoi, et de façon parfois asymétrique, quoi.